Nous sommes le 11 octobre 2013 à Aubignan dans le sud de la France. Il est 18h15 quand Sophie reçoit un appel de son gendre lui annonçant la disparition de sa fille. Il lui explique que plus tôt dans la journée, elle lui aurait envoyé un SMS lui demandant d'aller récupérer leur fils à l'école car elle avait besoin de respirer. À son arrivée à leur domicile, il a constaté que son véhicule ainsi que 2 valises et quelques affaires avaient disparu. La porte étant fermée à clé et l'alarme enclenchée, il aurait pu penser à une disparition volontaire, mais les traces de sang près de la salle de bain et le désordre dans la maison lui laissent présager le pire. Après avoir averti sa belle-mère, il contacte directement les gendarmes en insistant sur l'incohérence de la situation. Ils ouvrent rapidement une enquête pour disparition inquiétante, car pour eux aussi, au vu du profil d'Héloïse, sa disparition est plus qu'étrange. Le soir même, la police décide de se rendre au domicile du couple afin d'en savoir plus. Et en inspectant certaines pièces de la maison, notamment la salle de bain, ils constatent qu'effectivement, tout laisse penser qu'une scène de violence s'est produite ici. Pommeau de douche cassés, des objets au sol, des traces de sang qui vont de la salle de bain à la porte d'entrée. Afin de valider l'identité de la personne à qui appartient le sang, ils prélèvent un échantillon et l'envoient au labo. À ce moment-là, la police est consciente que c'est pas Héloïse qu'on recherche, c'est Héloïse et la personne qui lui a fait du mal. Car même si les résultats du labo ne sont pas encore arrivés, ils en sont sûrs. Le sang dans la maison, c'est celui d'Héloïse. Le lendemain, n'ayant toujours aucune nouvelle d'Héloïse, les gendarmes décident d'interroger le voisinage. Peut-être que l'un d'eux a remarqué quelque chose d'anormal la veille. Claude, l'une des voisines du couple, leur explique qu'effectivement, il y a une voiture qui a attiré son attention. Une voiture garée dans l'allée. Ils habitent une impasse et il est rare que les véhicules viennent stationner ici. Ce qui l'a perturbée, c'est que cette voiture était pile devant chez les voisins. Elle n'a pas vu qu'il y avait à l'intérieur, mais ça l'a perturbée parce qu'en général, quand ses voisins partent en vacances, ils lui disent. Et s'ils étaient partis en vacances et qu'ils avaient laissé la maison à quelqu'un, il lui aurait dit. À la fin de son récit, les policiers la remercient. Ils sont sur le point de partir et elle leur demande « Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que c'est grave ?» Ils lui répondent qu'effectivement il se passe quelque chose, que oui c'est grave, mais qu'ils ne peuvent pas lui en dire plus. Et alors qu'ils sont sur le point de se retourner pour ouvrir la porte, elle leur répond « Le corps est dans la voiture. » Et moi j'ai eu comme un flash, je leur ai dit il y a un corps dans le coffre. Ce que ne savait pas cette bonne femme, c'est qu'elle avait vu juste. Pour comprendre ce qui aurait pu se passer et qui pourrait être impliqué, ils cherchent à en savoir plus sur cette mère de famille en apparence sans histoire. Et pour ça, ils vont creuser sa vie. Héloïse est décrite par ses proches comme étant timide, calme et même assez casanière. Ils ajoutent qu'elle était un peu fleur bleue. Elle croyait dur en l'amour et était folle amoureuse de son mari, qu'elle considérait comme l'homme de sa vie. Ça fait 8 ans qu'ils sont mariés. Une famille charmante d'après les voisins. De leur union est né le deuxième amour de sa vie, son fils. Étant mère au foyer, elle allait le chercher tous les jours. Tous les jours, sans exception. Pour son mari, c'est étrange qu'elle n'y soit pas allée ce jour-là, mais il affirme avoir reçu un SMS de sa part. Et ça, les policiers l'ont bien confirmé. Encore une fois, pour ses proches, c'est extrêmement étrange. Ses copines, sa sœur, les gens de sa famille affirment que les jours précédents, il n'y avait rien qui laissait présager qu'elle allait disparaître, qu'elle avait des problèmes. Elle n'était ni stressée ni paniquée. Je me répète encore, mais cette disparition est plus qu'étrange. Une femme décrite comme discrète, paisible et sans histoire. Des traces de sang dans la maison, qui vont de la salle de bain au sol, un SMS envoyé, une voiture qui disparaît ainsi que des valises. Mais aucune trace d'Héloïse. Les gendarmes et les proches d'Héloïse envisagent le pire. Et alors que les policiers sont à la recherche du moindre indice leur permettant de remonter jusqu'à Héloïse, ils vont recevoir un appel qui va tout faire basculer. Le 12 octobre 2013, toujours au commissariat d'Aubignan, un homme contacte les forces de l'ordre. Il leur explique qu'il a reçu un appel du mari de sa cousine. Il lui aurait demandé de l'aide car sa fille aurait commis l'irréparable. Il explique aux policiers tout ce que cet homme-là lui a dit au téléphone. Et là, bingo. Il ne le sait pas encore, mais il vient littéralement de résoudre cette affaire.
Avant de raccrocher, il ajoute qu'il a demandé au mari de sa cousine de patienter à son domicile, de ne surtout rien faire avant que lui n'arrive. Il communique l'adresse du monsieur au policier et il s'y rend également afin d'interpeller cette jeune fille. Cette jeune fille s'appelle Jessie. Mais avant de vous en dire plus sur ce qui s'est passé, laissez-moi vous présenter Jessie. Jessie est une jeune femme de 27 ans au moment des faits. Elle est mariée et mère d'un petit garçon de 5 ans. Elle rencontre en 2002 Jean-François, celui qui deviendra l'homme de sa vie. Il avait 21 ans et elle 16 ans. D'après ses proches, dès le départ, elle a su que ça deviendrait son mari. Et elle avait vu juste. En tout cas pour le mariage. D'après eux, les deux formaient un très joli couple. Ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. Quelques années plus tard, comme elle l'avait prédit, ils ont célébré leur mariage. Ils ont emménagé ensemble et ils ont eu leur fils. Jean-François, son mari, est un passionné de rugby. Tellement passionné qu'il en a fait son métier. Il est entraîneur de rugby. Un métier qui, d'après Jessie, lui prend énormément de temps. Selon les membres du club, c'est un couple charmant et uni. Ils disent que Jessie était parfois présente aux entraînements et qu'ils n'ont jamais remarqué quelque chose d'anormal. Elle avait l'air d'aimer son mari, de le supporter, d'être là pour lui. Alors effectivement, en apparence, tout se passait bien, mais en privé, c'était autre chose. Malheureusement, après la naissance de leur fils, le couple commence à battre de l'aile. Et pour se changer les idées, Jessie décide de retrouver un travail. Un travail dans lequel elle s'impliquera à 100%. Secrétaire chez Liebig. Enfin, c'est le poste qu'elle trouve. Mais Jessie, c'est une femme déterminée. Alors effectivement, elle a commencé en tant que secrétaire, mais elle a gravi les échelons avec détermination. Et elle a fini chargée des ressources humaines. Et Jessie est une femme qui plaît. Une belle blonde au physique attrayant. Elle plaît et elle le sait. C'est une femme qui a confiance en elle. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais elle s'est d'ailleurs présentée plus jeune au concours de Miss Vaucluse. Je crois qu'elle avait fini première dauphine. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et quand Jessie veut quelque chose, ou quelqu'un, elle fait tout pour arriver à ses fins. En 2010, elle rencontre Alain, son supérieur hiérarchique. Un homme qui a plutôt bien réussi sa vie. Il est cadre chez Liebig. Il est décrit comme étant charismatique, sociable et très apprécié de ses collègues. Alain, c'est un homme respecté par le personnel et par ses collaborateurs. On dit de lui qu'il est également assez charmeur. De quoi faire tomber n'importe quelle femme, non? Au début, c'est innocent. Les deux échangent sur leur vie, sur les problèmes qu'ils rencontrent. Enfin, Jessie se confie sur les problèmes qu'elle rencontre avec son mari Jean-François. Et au fur et à mesure, elle va commencer à trouver Alain brillant, à l'écoute. En plus d'avoir les critères physiques et sociaux qu'elle recherche chez un homme, il a également une intelligence émotionnelle. Enfin, pour nous c'est normal. Mais pour Jessie, c'était quelque chose de... Alors elle s'est laissée aller. Et c'est elle qui a commencé à draguer Alain. C'est elle qui a commencé à lui envoyer des nudes. À lui faire des propositions indécentes. À le charmer. Et il a fini par céder. C'est comme ça que la relation entre Alain et Jessie va commencer. Enfin, c'est comme ça que les deux vont entretenir une relation extra-conjugale. Et j'ai bien dit les deux. Car Alain, c'est le mari d'Héloïse. Cette jeune mère de famille qui a disparu. Pendant 3 ans, Jessie et Alain vont se voir pratiquement tous les jours. Dans un premier temps parce qu'ils travaillent ensemble, mais après le travail sur le parking, pour faire leurs petites affaires. Dès le départ, Alain est clair avec elle. Il fait comprendre à Jessie dès le départ qu'il ne quittera jamais sa femme. Qu'il est fou amoureux d'elle. Que s'il y a bien une chose qu'il ne veut pas, c'est perdre sa famille. Comme s'il faisait pas tout pour la perdre. Fou rire. Au départ, Jessie se montre compréhensive. Elle lui dit que pour elle, c'est la même chose. Qu'elle est folle amoureuse de son mari. Qu'elle aime son fils, sa famille. Et qu'elle veut pas tout détruire. Comme je vous l'ai dit, pendant 3 ans, ils vont entretenir une relation extra-conjugale. Et pour alléger sa conscience, Alain va très vite instaurer des règles que Jessie va devoir respecter. 1.
il faut que personne ne soit au courant. Ce qui se passe, ça doit rester entre lui et elle. 2, pas de pénétration. Je m'explique. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils se voyaient et qu'ils faisaient leurs petites affaires, ils se contentaient de préliminaires. Voilà, pas de pénétration. Ça lui permettait de se sentir moins coupable, d'avoir l'impression qu'il n'allait pas au bout de son acte. Non mais c'est incroyable. Des porcs en rue, toi là. Et pour finir, même s'ils se voyaient dans un hôtel pour faire ce qu'ils avaient à faire, interdiction de dormir ensemble. Alain se disait sans doute que ces commandements permettraient à Jessie de contrôler ses sentiments. La seule chose qu'on ne contrôle pas finalement. Il avait mal vu les choses. Parce qu'à la fin de ses 3 ans, c'est une Jessie follement amoureuse de lui qu'il a retrouvée. Une Jessie qui était prête à tout perdre pour l'avoir lui. Une Jessie qui était prête à commettre l'irréparable pour l'avoir. Mais il y a un événement qui va lui faire comprendre qu'il est vraiment temps de couper les ponts avec Jessie. Vers la fin de la 3e année, il va se rendre au ski avec Héloïse, sa femme, et leur fils. Il va louer un chalet. Lors de ses vacances au ski, Alain et Héloïse parleront même d'avoir un 2e enfant. Il a dû flipper quand il a vu Jessie devant sa porte. Elle les avait suivis jusqu'au chalet où il était. Ça s'est pas arrêté là. Quand il allait au restaurant avec ses proches, donc des amis du couple, elle était là. Avec des collaborateurs, elle était là. Elle le traquait. Elle était devenue obsédée par lui. Vous voyez la phrase « un regret éternel pour un plaisir éphémère » ? Je pense qu'Alain devrait se la faire tatouer. Parce que s'il va suivre. Pour Alain, ça devenait invivable. Elle se faisait amie avec des amis du couple. Elle était beaucoup trop présente pour une maîtresse. Je vous avoue que c'est une situation qui me fait toujours rire. Ça démarre maîtresse, et puis ça veut la place de la titulaire. Chérie, mais quelle idée de se mettre avec une personne qui trahit la personne avec qui il dort tous les jours. Enfin bref. À ce moment-là, Alain il se dit que il est temps de mettre un terme à cette relation. Alors il en parle à Jessie. Mais avant de vous fournir la version d'Alain, revenons sur celle de Jessie. Jessie raconte au policier qu'effectivement, elle est bien responsable de la disparition d'Héloïse. Elle explique que la veille, donc le 10 octobre, elle a reçu un SMS de sa part, lui disant qu'elle était au courant de tout, qu'elle savait que Jessie était la maîtresse de son mari, que ce qu'elle voulait c'est éviter de briser 2 familles. Alors elle lui a donné rendez-vous. Jessie a accepté de se rendre là-bas. Quand elle arrive au domicile du couple, elle a été reçue par Héloïse qui était seule. Elle l'a fait rentrer et lui a proposé un café. Au départ, l'échange était cordial. Héloïse lui a posé tout un tas de questions auxquelles elle a répondu. Mais c'est lors de la dernière question que tout a basculé. Héloïse lui aurait demandé quand a démarré la liaison entre elle et son mari. Et quand Jessie lui a répondu que ça avait démarré le lendemain de l'annonce de sa grossesse, selon elle, Héloïse a vu rouge. Elle lui a sauté dessus. Elle dit qu'elle a essayé de se défendre comme elle pouvait et qu'à un moment, elle a couru vers la salle de bain afin de s'y enfermer. Malheureusement, Héloïse a réussi à rentrer dans la salle de bain avec elle et une bagarre a éclaté. À un moment, elle était au-dessus d'Héloïse. Elle a saisi une serviette et elle l'a étranglée. Elle ajoute que ça allait très vite, qu'elle n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Que lorsqu'elle a vu le sang couler du nez d'Héloïse, c'est là qu'elle a compris. Elle a essayé de prendre son pouls et elle a constaté qu'il battait plus. Elle a essayé de la réanimer, mais il était déjà trop tard. Alors elle n'a pas réfléchi. Enfin, il me tue parce qu'il dit souvent j'ai pas réfléchi, mais quand tu regardes le après, il faut un minimum de réflexion. Elle a tellement pas réfléchi que pendant qu'elle mettait le corps dans la voiture, elle a quand même salué un voisin. Waouh. Une fois qu'elle a fini de tuer Héloïse, elle a pris son corps et elle l'a mis dans sa propre voiture.
C'est pour ça qu'à l'arrivée de son mari, la voiture de sa femme avait disparu. Elle a ensuite retourné dans la maison, elle a pris 2 valises dans lesquelles elle a mis des affaires et elle est partie. Finalement, Claude la voisine avait raison. Il y avait bien un corps dans le coffre. Celui d'Héloïse, mis par l'amante de son mari. Après ça, elle a roulé... Alors, c'est là où j'aurais dû le noter. Je ne sais pas si c'est la mare ou bien vers un fleuve. Elle a roulé jusque-là. Et elle s'est débarrassée de la serviette. Elle a appelé son père et elle lui a demandé de l'aide. La suite, vous la connaissez. Après avoir appelé son père, elle décide d'abandonner le véhicule d'Héloïse dans la nature, de se rendre au sien à pied et de conduire jusqu'à chez lui. Là où la police viendra l'arrêter le lendemain. Après avoir recueilli les aveux de Jessie, les policiers la mettent en détention. Ils se disent qu'ils sont arrivés à la fin de cette histoire. Que comme l'a dit Jessie, c'était la légitime défense. Un triangle amoureux qui a mal tourné. Mais lorsqu'ils vont l'annoncer à Alain, le mari d'Héloïse, et l'amant de Jessie, ils vont comprendre qu'on est loin de la légitime défense. Qu'en réalité, Jessie, cette sauvage, avait tout planifié. À son arrivée au commissariat, ils mettent Alain dans une pièce et ils lui expliquent que l'assassin de sa femme, c'est Jessie, son amante. Autant vous dire qu'il était choqué. Alors, ce qui a surpris Alain, c'est que Jessie lui aurait dit si elle avait appris qu'il l'a trompée avec une femme. Or, la veille, rien ne laissait présager qu'elle allait rencontrer la maîtresse de son mari. Il ajoute que ça ressemble absolument pas à sa femme. Qu'elle n'est pas bagarreuse ou que c'est pas le genre de fille qui va te contacter parce qu'elle a appris que tu parles avec son mari. D'après ses proches, elle aurait même plutôt été du genre à ignorer ou à régler ça en famille. Pour lui, c'est sûr, Jessie a tout planifié. D'ailleurs, elle l'avait prévenu. Je vous avais dit qu'après qu'il ait constaté qu'elle était devenue obsédée par elle, il a essayé de mettre un terme à la relation. Et il lui a dit. Il lui a annoncé qu'il envisageait de quitter la région avec sa femme, qu'il allait déménager et tout recommencer à zéro, qu'il l'aimait, qu'il envisageait avec elle d'avoir un 2e enfant, qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Après 3 ans, MDR. Il insiste. À la base, cette relation, il n'en voulait pas. Pour lui, Jessie, c'est une sorcière qui l'a ensorcelé. Elle lui a fait du rentre-dedans et il a fini par céder. Mais à chaque fois que ça se passait, il regrettait. Au bout de 3 ans, il a compris qu'il était temps de mettre un terme à la relation. Parce qu'au bout de 3 ans, selon Alain, elle était devenue obsédée. Elle le traquait, c'est le terme qu'il va utiliser. Mais espèce de clochard. Moi, je vous ai déjà dit, vos délires de amant, pas amante, il n'y a que quand vraiment des 2 côtés, c'est sûr que ça marche. Lorsqu'il y en a un qui a des sentiments, vous retirez vos yeux. Il n'y a aucune femme qui se fait envoyer dans un parking pendant 3 ans juste parce qu'elle a la dalle. Genre, faut pas être devin pour comprendre que la poteau, elle espérait plus. Mais non. D'après Alain, il a toujours été clair avec elle. Il quittera jamais sa femme. Donc au bout des 3 ans, quand il lui a dit, comme je vous l'ai dit, qu'il voulait mettre un terme à la relation, elle a pété un câble. Elle l'avait menacée. Elle lui avait dit qu'elle n'en resterait pas là. Mais il n'aurait jamais pensé à ça. Il insiste. Elle avait tout planifié. À la fin de l'interrogatoire avec Alain, les policiers sont un peu perturbés. Eux qui pensaient avoir clôturé cette affaire vont devoir fouiller un peu. Mais bon, peu importe. Jessie est écrouée. Alain est innocent, donc relâché. Innocent, pas tant que ça, mais bon. On ne va pas en prison pour avoir trompé sa femme. Pas encore, malheureusement. De leur côté, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils investiguent jusqu'au procès. Et le 1er février 2016, ce procès va avoir lieu. Lors du procès, Jessie insiste. C'était la légitime défense. Elle n'a jamais voulu la tuer. Elle appuie, surligne et atteste. C'est Héloïse qui lui a demandé de venir. Elle lui a envoyé un SMS la veille. Et pour Alain, c'est un menteur. Effectivement, elle était frustrée de n'avoir que des demi-relations sexuelles avec lui.
Mais elle aurait jamais tué sa femme pour ça. Si ça allait aussi loin, c'est parce qu'elle s'est défendue. Elle l'a dit, ça allait hyper vite. Elle a même pas eu le temps de la sauver ou d'essayer de faire quoi que ce soit. Elle est morte en quelques minutes. Malheureusement, tout ce que Jessie a avancé a été détruit par les experts que la défense a fait venir à la barre. On va commencer étape par étape, chérie. Jessie a expliqué aux policiers que c'est Héloïse qui l'a invitée chez elle, qu'elle lui aurait envoyé un SMS lui demandant de venir. Mais où est passé ce SMS? Parce que ni sur le téléphone de Jessie, ni sur le téléphone d'Héloïse, on ne l'a retrouvé. Alors je vous l'accorde, on aurait pu dire que Jessie a supprimé le SMS. Mais même si Jessie l'avait supprimé, étant donné que Héloïse a cherché à la joindre, comme l'expert l'a expliqué, son numéro aurait dû figurer dans la téléphonie de cette dernière. Or, il n'est jamais apparu. Autre chose, si le meurtre d'Héloïse n'était pas prémédité, pourquoi avoir posé une journée entière de CP, donc de congé payé, pour ce jour-là? Pourquoi s'être rendu au domicile d'Héloïse avec un taser dans la main? Taser acheté à plus de 600 km d'Aubignan. Et on veut bien la croire et aller jusqu'au bout en disant que, allez, il y a eu une bagarre, elle n'a pas contrôlé sa force, elle l'a tué sans faire exprès. Oui, ça aurait été possible si Héloïse n'avait pas agonisé pendant 7 minutes. Vous savez c'est quoi 7 minutes? Essayez de retenir votre souffle 1 minute. Vous allez danser avec Tupac. Alors 7 minutes. Pour une personne qui ne voulait pas donner la mort, c'est quand même beaucoup. Après, on n'était pas là. Lors de ce procès, la seule chose qui n'a pas été retenue, c'est la préméditation, car le taser n'est pas une arme létale. Et elle l'a bien tasé, vu qu'ils ont retrouvé des marques sur son corps. Comment Jessie, l'innocente Zarma, peut expliquer ça? C'est impossible. Les experts ont détruit un à un les arguments avancés par Jessie. Et à la fin du procès, elle a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Bon, je pense qu'elle va en faire 20 et puis elle va sortir. Bienvenue en France. Alors effectivement, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans cette maison. Mais grâce à la reconstitution faite par les policiers, on a une deuxième version. Et je vais vous la donner. Le jour du meurtre d'Héloïse, Jessie a posé une journée de congé. Elle s'est réveillée et s'est rendue chez un fleuriste. Après s'être rendue chez le fleuriste, elle a pris la route, direction chez le couple. Arrivée là-bas, elle est descendue de son véhicule, lunettes de soleil sur le nez, bouquet de fleurs dans la main gauche et taser dans la main droite. Lorsqu'elle a sonné, comme elle l'avait prévu, c'est Héloïse qui lui a ouvert la porte, toute souriante. La pensant inoffensif et sans savoir à qui elle avait affaire, elle l'a fait rentrer. Une fois la porte refermée, Jessie se serait transformée, passant de la jolie petite blonde à l'animal sauvage qu'elle est, une vraie sauvage. Elle l'aurait menacée avec le taser. Héloïse aurait pris peur et se serait dirigée vers la salle de bain, où elle aurait tenté de s'enfermer. Malheureusement, la sauvage à ses trousses a été extrêmement rapide. Elle a réussi à retenir la porte et à rentrer avec elle dans la salle de bain. Là où elle n'a pas menti, c'est qu'effectivement, au vu des dégâts matériels qu'il y a eu dans la salle de bain, ça on le confirme, une bagarre a eu lieu. Lorsque Jessie s'est retrouvée au-dessus d'Héloïse, elle s'est saisie d'une serviette présente dans la salle de bain et elle l'a étranglée pendant 7 minutes. Elle l'a étranglée pendant 7 minutes. Pendant 7 minutes, Jessie a agonisé. C'est les termes employés par les experts. Lorsqu'elle a constaté qu'elle était morte, elle a fouillé dans le domicile à la recherche de valises. Elle en a récupéré 2. Elle les a remplies de vêtements appartenant à Héloïse et elle les a chargés dans le coffre. C'est à ce moment-là qu'elle a croisé un voisin, à qui elle a juste fait un signe de main et un sourire. Après avoir mis les valises dans le coffre, c'est le corps d'Héloïse qu'elle a mis, ligoté,
Elle a pris le véhicule de cette dernière et elle a conduit. Ça s'est pas arrêté là. Parce que, avant de rejoindre son père, elle a voulu s'acheter, en tout cas se créer, un alibi. Avant de se rendre au domicile de son père, elle est partie voir une amie. Lorsqu'elle est descendue du véhicule, elle s'est approchée de son amie, le bouquet de fleurs devant le visage. Et à quelques centimètres de cette dernière, elle a simulé une chute en avant. Elle a fait mine de pleurer, de se sentir très mal. Et quand son amie l'a relevée et qu'elle a constaté les griffures sur son visage, c'était clair, elle venait de se les faire. Personne n'aurait pu penser une seule seconde, avec le plan de tasse-paix qu'elle venait de faire, que ces griffures étaient le résultat de la bagarre entre elle et Héloïse. Après ça, son amie l'a conduite à l'hôpital. Lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, elle s'est rendue chez son père. Arrivée là-bas, elle a dû se dire que enfin, elle était débarrassée. Enfin, elle était arrivée à ses fins, sans se douter une seconde que la personne qu'elle avait contactée pour l'aider était la personne qui allait finalement la vendre. Parce que oui, si son père n'avait jamais contacté le cousin de sa femme, on ne l'aurait jamais su. Un plan presque parfait. Waouh. Ah, j'allais oublier. Le fameux SMS que Héloïse a envoyé à son mari. C'est Jessie qui l'a écrit. Car selon les experts, Héloïse était déjà morte à ce moment-là. Incroyable. Il existe des gens qui vous observent tous les jours, qui semblent invisibles. Des gens qui, tapis dans l'ombre, vous envient. Elles n'ont jamais ri ensemble. Elles n'ont jamais été amies. Et sa haine invisible a suffi à lui ôter la vie. Faites attention à vous. Fin de la story net.